Elles avancent souvent en silence, détruisent le foie et coûtent encore trop de vies. Les hépatites virales, ignorées, mal connues, parfois dépistées trop tard et pourtant, elles représentent un véritable danger de santé publique. Pour en parler sans tabou, avec des réponses claires, nous recevons le docteur Germaine Talla, gastro-entérologue, et Dame Bessem Akbor-Tarkan, qui est major de la banque de sang à l'hôpital Lakantini de Douala. Lakantini avec vous, c'est maintenant sur Radio Balafon. Hépatite virale, l'importance de connaître son statut et bénéficier d'une prise en charge de proximité. C'est la thématique de ce 104e numéro de Lakantini avec vous. C'est une coproduction hôpital Lakantini de Douala, Radio Balafon, sous la supervision du directeur de l'hôpital Lakantini de Douala, le docteur Marie-Solange Domé-Bonguet. À la coordination, il officie comme tous les samedis, Georges Sémé. Et puis à la partie technique ce matin, Romain Delphin et Yimti. À ce micro de présentation, madame, monsieur, Gertrude Fernand Bidjoka. Merci de nous recevoir chez vous. L'hôpital Lakantini de Douala. Toujours à votre écoute et encore plus proche de vous, vous propose chaque semaine un programme d'éducation à la santé. Tous les samedis, un spécialiste répond à vos questions de santé. Lakantini avec vous sur Radio Balafon. Non pas un spécialiste ce matin, mais deux spécialistes, des dames, docteur Germaine Talla, tout d'abord, qui est gastro-entérologue en service à l'hôpital Lakantini de Douala. Bon matin, doc. Bonjour, madame Jutri. Toujours un honneur de vous savoir des nôtres dans les murs de Balafon. Et juste en face de vous, elle répond, elle aussi présente, Dame Bessem Akbor-Tarkan, qui est major à la banque de sang de l'hôpital Lakantini de Douala. Bon matin. Bonjour, madame Gertrude. Avec vous, on s'intéresse aux hépatites. Alors, docteur Talla, on l'a dit, vous êtes gastro-entérologue. Dites-nous d'entrée de jeu ce que cela signifie lorsqu'on parle d'hépato-gastro-entérologie, une discipline très importante de la médecine, ça, un peu comme plusieurs autres. Mais là, lorsqu'on parle de hépato-gastro-entérologie, il s'agit de quoi? Merci, madame Gertrude. Déjà, je veux d'abord dire bonjour à tous nos auditeurs et téléspectateurs. Je voudrais de prime abord remercier déjà le directeur de la Lakantini et son staff pour l'occasion qu'il me donne ce jour de venir échanger avec vous. L'hépato-gastro-entérologie est une spécialité médicale qui prend en charge les pathologies ou maladies de l'appareil digestif, c'est-à-dire les maladies de l'œsophage, de l'estomac, de l'intestin, soit le petit et le gros intestin, et également de l'anus. Il prend également en charge les maladies des annexes à cet appareil digestif qu'est le foie, le pancréas et les voies biliaires. Ces organes ont pour rôle de sécréter des substances digestives qui vont jouer un rôle dans la digestion des aliments et leur assimilation et soit leur absorption. En face, Dame Bessem Akbor-Tarkan, vous êtes le major de la banque de sang à l'hôpital Lakantini de Douala. Et c'est également une unité stratégique de cette formation sanitaire. Dites-nous, en quelques mots, c'est une brève présentation des lieux que nous souhaitons avoir. Comment se portent aussi les activités de ce côté? Bonjour mesdames et messieurs, j'aimerais d'abord commencer en remerciant le directeur de l'hôpital Lakantini de m'avoir donné l'opportunité de venir ici représenter la banque de sang et donner plus d'informations au public. La banque de sang est en fait cet établissement où nous prélevons du sang et stockons du sang pour la délivrance pour usage médical. Puisque le sang en fait n'est pas produit par des laboratoires ni en pharmacie, alors nous devons prélever sur des êtres humains. Alors c'est dans cette banque de sang que nous prélevons les donneurs volontaires
prélevons du sang que nous analysons, stockons et nous délivrons aux patients qui en ont besoin. Comment se portent les activités? Bon, les activités jusqu'ici se portent bien, nous sommes assez stockés. Il y a du sang à l'hôpital, à la Quintigny. En tout cas, il y a des poches de sang disponibles. Oui, nous avons des poches de sang disponibles. Major BCM, c'est bon à savoir. Docteur Talla, je me retourne vers vous. Vous avez eu une bonne nouvelle pour les donneurs de sang concernant précisément la question des hépatites virales B et C. Effectivement, Madame Gertrude. En ce qui concerne le don de sang, il y a deux catégories de donneurs. Il y a les donneurs réguliers. En général, ce sont des personnes qui connaissent déjà bien leur statut, qui adoptent souvent des comportements sains, puisqu'ils savent qu'ils sont donneurs, donc ils savent qu'il y a des choses qu'ils ne doivent pas faire. Maintenant, il y a une autre catégorie, ce sont ces donneurs-là occasionnels, c'est-à-dire qu'il y a un proche qui a urgemment besoin de sang et parfois on essaye de voir les proches, les personnes les plus proches de cette personne, de ce malade pour un don de sang. Bien évidemment, il y a des volontaires, mais ce sont des personnes qui ne connaissent pas leur statut. Et lorsqu'il y a un don de sang, il y a d'abord un bilan infectieux qui est fait avant. Et c'est à cette occasion souvent que ces personnes-là apprennent qu'ils sont infectés par ces maladies qui sont détectées, notamment les hépatites virales B et C. Et donc, la direction a jugé bon de permettre que ces personnes-là qui, pour un don, pour quelque chose qu'ils voulaient faire, parce qu'ils voulaient faire du bien, et qui se retrouvent être également malades, bon, en fait, peut-être pas asymptomatiques puisqu'ils sont en bonne santé, mais porteurs d'un virus qui pourrait effectivement les rendre malades. Et l'hôpital La Quintigny a décidé de leur permettre de rencontrer un spécialiste gratuitement pour déjà un counseling, dont leur expliquer exactement de quoi il s'agit, mais également pour le suivi, donc pour la demande des bilans et après, si nécessaire, la prise en charge. En clair, la bonne nouvelle, c'est qu'ils ont droit à une consultation gratuite. Donc la première consultation, oui, sera gratuite pour un échange avec le spécialiste. Alors, et ça c'est une question sur laquelle nous sommes souvent revenus, mais c'est toujours bon de le savoir. Quelles sont les différentes étapes, Major BCM, du donneur de sang? Il passe par quelle étape? D'accord. Le donneur de sang, la présentation à la banque de sang de La Quintigny, nous commençons d'abord par un check-in pour voir s'il a respecté les délais, si c'est un donneur régulier, s'il a respecté les délais entre chaque don qui est de 3 mois. Ensuite, nous passons à la prise de paramètres, c'est-à-dire le poids, la tension artérielle, le taux d'hémoglobine, pour voir si déjà il est qualifié aussi. Il doit répondre à un questionnaire médical où nous allons juger et évaluer son état de santé, parce que tout donneur doit être bien important. S'il passe déjà ces premières étapes, alors là, il pourra donc faire le don de sang. Le don de sang en lui-même, c'est pas très long, ça prend entre 5 et 15 minutes en fonction de l'individu, sa santé physique et ses activités physiques. Si c'est quelqu'un qui est sportif, ça ne prend pas beaucoup de temps. Donc, c'est un peu ça les étapes par lesquelles le donneur de sang passe. Docteur Talla, pourquoi est-ce qu'il est important de connaître son statut hépatique? Il est important de connaître son statut hépatique, déjà parce qu'il existe un vaccin pour l'hépatite B. Et donc, quand on est négatif, on peut se prévenir, on peut faire un vaccin. La deuxième raison, déjà, c'est de savoir qu'on peut être porteur même en étant en bonne santé et donc on est potentiellement à risque de faire les complications de ces hépatites. Donc, connaître son statut permet de se faire vite prendre en charge avant la survenue des complications et également de se traiter. Connaître son statut également permet de rompre la chaîne de transmission des hépatites. Parce que quand on est au courant de son statut et qu'on est positif, on adopte des mesures qui permettent d'éviter la transmission. Par exemple, chez la femme enceinte, il y aura un vaccin qui sera fait à l'enfant, il y a un traitement qui peut être donné à la femme enceinte et également des médicaments. Important de toujours éviter les complications, d'où tout l'intérêt de connaître son statut hépatique et prendre les dispositions qui s'imposent. Major BCM, qui est éligible à un don de sang et qui ne l'est pas? En d'autres termes, quelles sont les conditions pour être considéré comme un donneur de sang? Un donneur de sang est tout individu, qu'il soit masculin ou féminin, qui est bien portant, en bonne santé, âgé entre 18 et 60 ans pour les hommes, 18 et 55 ans pour les femmes. Et les conditions à remplir avant le don de sang, avoir un poids
au-dessus, de 50 kilos, une bonne tension artérielle, un bon taux d'hémoglobine. Les taux d'hémoglobine sont au-delà de 13 pour les hommes et 12,5 pour les femmes. Et maintenant, ne pas être patient atteint d'une maladie chronique comme le diabète, l'asthme, déjà les hépatites, si vous êtes un patient connu, ou l'hypertension. Et d'autres maladies encore, être sur traitement, par exemple antibiotiques, ou si vous avez au moment du don une fièvre ou une grippe, vous êtes exclu du don de manière temporaire. Et les femmes ont des conditions encore plus spéciales parce que pour qu'une femme donne le sang, elle doit être 5 jours avant sa période de menstrues et 5 jours après, parce que nous considérons aussi beaucoup la santé des individus. Aussi, les femmes qui sont enceintes ou allaitent ne peuvent pas donner du sang. Alors, docteur Talla, c'est bon de comprendre clairement la corrélation ou le lien entre le sang donné et l'hépatite. La corrélation entre le sang donné et l'hépatite. En fait, c'est que le problème, c'est d'éviter de donner un sang contaminé à une personne qui a besoin du sang. Et c'est pour ça qu'il y a un bilan qui est fait avant, notamment les hépatites, le VIH, la syphilis. Et donc, la corrélation, c'est d'éviter de contaminer une personne. En fait, qui nécessite du sang. Est-ce qu'on pourrait dire que ces derniers temps, on a reçu beaucoup de sang contaminé? Est-ce que c'est le cas? Non, puisque des mesures sont prises pour éviter cela, effectivement. La question, c'est beaucoup plus au moment où on reçoit le donneur. Est-ce que le nombre de donneurs arrivés ces derniers moments, ce sont des personnes, malheureusement, dont le sang ne pouvait pas être utilisé? Bon, c'est un pourcentage qui est souvent donné. C'est pas que c'est toutes les poches qui sont contaminées. Donc, effectivement, il y a toujours des cas. Comme je vous ai dit, il y a des donneurs occasionnels. En général, ce sont chez ces personnes-là qu'on peut retrouver des tests positifs. Parce que les donneurs réguliers, ce sont les patients qui savent comment se comporter, les bons gestes. Qui font leurs tests régulièrement, oui, justement. Et c'est le même constat qu'on fait au niveau de la banque de sang? C'est le même constat. Mais ce que je pourrais dire, c'est que sur les donneurs que nous recevons, nous avons entre 10 et 20% de patients qui sont infectés, de donneurs, qui sont infectés, soit du VIH, de l'hépatite B, l'hépatite C, la syphilis. Mais le plus gros pourcentage d'infections chez les donneurs, chez nous, ce sont les donneurs portant le virus de l'hépatite B. Alors, docteur Germaine Talla, quels sont les symptômes particuliers à chaque cas d'hépatite? Les symptômes des hépatites varient déjà selon le stade, selon le type d'hépatite. Mais il faut aussi savoir que parfois, il n'y a même pas de symptômes. On peut faire l'hépatite, on peut avoir une hépatite, mais on est porteur sain, on est bien en bonne santé. Et donc, quand on est à la phase aiguë d'une hépatite, ça peut être déjà d'abord des symptômes, ce qu'on appelle un syndrome pseudo-palustre. La personne a l'impression d'avoir un palud, fièvre, courbature, frisson, douleur abdominale, parfois vomissement, diarrhée. Après cette phase, il y a l'apparition d'une coloration jaune qu'on appelle ictère. Donc les yeux deviennent jaunes, la peau également peut jaunir. Et donc l'évolution après cette phase aiguë dépend en fait de notre système immunitaire. Si on a un système immunitaire compétent, ce système peut arriver à détruire le virus. Parce qu'effectivement, on peut guérir naturellement d'une hépatite. D'une hépatite, oui, on peut guérir naturellement. Mais ça, c'est bon à savoir. Dans le cas où le système immunitaire est incompétent, on évolue vers la phase chronique. Mais il faut savoir que la phase chronique concerne essentiellement les hépatites B, C et D, ou delta. Et donc, cette phase chronique peut être très latente, elle peut durer 10-20 ans. Parfois même, on peut vivre avec l'hépatite, mais sans jamais manifester. C'est ce qu'on appelle les porteurs inactifs. Maintenant, quand il y a une réactivation, une activation de la maladie, l'évolution peut se faire malheureusement vers la cirrhose et parfois vers le cancer du foie, avec leurs manifestations que sont les complications, notamment les vomissements. On peut vomir du sang, on a du liquide dans le ventre, des pieds qui enflent, des douleurs abdominales et puis l'altération progressive de l'état général. Quels sont les chiffres à ce jour au Cameroun, docteur Talla? La prévalence de l'hépatite C est actuellement estimée à 1,3%.
celle de l'hépatite B à 11,2%. Il faut savoir que pour l'hépatite B, on peut atteindre même des chiffres de 17%, 17%, surtout dans le septentrion. Et celle de l'hépatite delta, elle représente 10,5% des patients atteints de l'hépatite B. Parce qu'on ne peut avoir l'hépatite delta que lorsqu'on a l'hépatite B. Alors pourquoi spécifiquement dans le septentrion? Vous avez fait la précision tout à l'heure. Bon, c'est ce que les chiffres nous donnent. Quand on fait les calculs spécifiquement, je ne pourrais pas dire pour quelle raison. Oui, mais c'est ce qu'on a comme chiffre. D'accord. 650 25 25 50, numéro de téléphone à partir duquel vous pourrez échanger avec nos invités ce matin, nos spécialistes, sur une préoccupation bien sûr en lien avec la thématique du jour. Nous nous intéressons aux hépatites ce matin. Il est question de parler d'hépatite virale, l'importance de connaître son statut et bénéficier d'une prise en charge de proximité. Connaissez-vous votre statut hépatique? Si la réponse est non, il est urgent aujourd'hui de changer cela, cette réalité-là. Vous devez connaître votre statut hépatique. Cela permet pour vous qui souhaitez être donneur de le faire et de rendre votre acte utile pour qu'on n'ait pas à jeter votre poche de sang. C'est bien ça, oui, Major? Ça. Voilà, oui, pour que votre effort ne soit pas vain, parce que c'est un effort et qui vise un objectif. Il faudrait que cet objectif soit véritablement atteint, parce que s'il est infecté, malheureusement le sang que vous avez fait l'effort de donner sera tout simplement mis hors usage. Mais la bonne nouvelle que l'hôpital La Cantini de Douala apporte ce matin, Dr Talla, c'est que le donneur, à ce moment-là, dont le sang ne pourra pas être utilisé parce que infecté, il bénéficie d'une consultation gratuite. C'est la première consultation sera gratuite. Et ça, c'est également bon à savoir. 650 25 25 50, numéro de téléphone qui vous permet d'échanger donc avec nos invités ce matin. Alors, Major Bessem, quelles sont les facilités qui sont accordées aux donneurs de sang à l'hôpital La Cantine de Douala? Tous nos donneurs de sang à l'hôpital La Cantine de Douala, nous les remettons les résultats de leurs analyses, puisque ça les appartient. Généralement, les résultats sont remis après 3 semaines après le don. Et ces résultats, résultats du groupe sanguin, du VIH, de l'hépatite B, de l'hépatite C et de la syphilis. Et comme le docteur Talla l'a dit, déjà nous avons aussi notre facilité qui est la première consultation gratuite pour la première consultation en cas d'infection avec les hépatites. Bon, d'autres facilités sont accordées en fonction des cas aussi. En fonction des cas. Et ce qu'il faut préciser, c'est que ce sont des résultats d'examen qui, à la base, sont payants, mais parce qu'on est donneur, on les reçoit. Oui, on les reçoit gratuitement. Si un donneur devait payer pour ces analyses, ça ferait au-delà de 50 000 francs. Si nous devons tout calculer, c'est plus de 50 000. Mais parce que ce donneur est venu volontairement faire un don de sang, que ce soit un don bénévole ou un don de remplacement, il a droit à ces résultats qui pourraient présenter partout ailleurs et être reçus sur cette base. Voilà. Au téléphone, on accueille le premier auditeur. Allô, bon matin. Oui, bonjour. Comment je vous appelle, madame? Je m'appelle Méphiré Dorothée. Madame Méphiré nous appelle d'où? Je vous appelle de Bonamou Sadi. Bienvenue, nos spécialistes en studio vous écoutent. Ok, merci. Je salue tous les téléspectateurs et les auditeurs. Et je dis merci aux représentants de la Cantini qui sont sur le plateau. Merci. Je voudrais poser une question par rapport à la transfusion. J'ai été transfusée parce que j'ai été opérée et 2 fois. Est-ce que je suis éligible pour le don de sang? Parce que d'autres ont sauvé ma vie. J'aimerais savoir si je peux aussi en donner après être transfusée 2 fois. D'accord. Pour quelqu'un qui a été transfusé, qui a reçu du sang, cette personne peut être donneur 1 an après la dernière transfusion. Donc, si votre dernière transfusion date d'1 an, vous pouvez vous présenter comme donneur. Mais bien sûr, on va toujours vérifier vos paramètres, voir si vous êtes en bonne santé et si vous êtes éligible avant de vous prélever. Merci.
D'accord. Merci, c'est entendu. Merci. Merci, Madame Dorothée. Très bon samedi chez vous. Merci d'être passée par ici. 650 25 25 50. Une préoccupation, une question en lien, bien sûr, avec la thématique du jour. Bien sûr, nos invités vous répondront au téléphone. Allô, bon matin. Bonjour, madame. Comment je vous appelle, monsieur? Aurélien. Bienvenue, Aurélien. Vous nous appelez d'où? Je vous appelle de Douala, quoi. Et bonjour à tous les docteurs sur le plateau. Bonjour. Elle vous écoute. Oui, il y a cela bientôt 3 semaines. J'étais à la cantine pour faire un don de sang, mais j'ai perdu le petit reçu là qu'on remet pour récupérer les résultats. Je ne sais pas comment je peux procéder pour avoir ça à la date convenue. D'accord. Si vous avez perdu le petit coupon qu'on donne pour le rendez-vous, j'espère que vous connaissez la date à laquelle vous avez été prélevé. Tout ce que vous avez besoin de faire. Je dois récupérer les résultats ce vendredi prochain. D'accord. Tout ce que vous avez besoin de faire, c'est revenir à la banque de sang, donner la date à laquelle vous avez donné. Vous avez fait votre don de sang et on va retrouver votre code dans le registre et vous remettre vos résultats. Ok, merci. Merci. Être en possession de, ou alors avoir dans la tête tout au moins la date à laquelle on a été prélevé. Et puis à l'hôpital La Cantini de Douala, on fera le nécessaire pour retrouver ces résultats-là, pour que ce donneur puisse recevoir ces résultats. Allô au téléphone, bon matin. Oui, bonjour. Bienvenue, comment je vous appelle? Je m'appelle Innocent. Nous appelle d'où? Innocent. Innocent. Oui. Nous Je vous appelle appelle de d'où? Makepe. Très bien, les médecins vous écoutent. Oui. J'étais victime pour venir donner le sang parce que j'avais aussi compris à la radio comme je comprends maintenant. Et je suis venu donner le don de sang. Mais est-ce que quand on vous donne les résultats, après, on ne vous explique pas si tu es malade de tête pour que tu soignes. Je demande même les docteurs, les infirmiers qui sont là. Personne ne me répond. On me remet seulement les résultats après avoir pris le sang. Donc, je ne sais pas. Je suis venu aussi balancer ça à la maison jusqu'à aujourd'hui. Et je n'ai jamais eu encore le courage d'aller donner le sang. Parce que j'ai le sang comme le vori. D'accord. C'était à l'hôpital La Cantini de Douala? La cantine, oui. D'accord, ok. D'accord. Monsieur Innocent, merci pour la remarque. S'il y a eu s'il y a une mauvaise communication, nous allons corriger. Mais généralement, pour toute personne qui vient prendre ses résultats, il y a un personnel de santé qui remet les résultats et explique chaque rubrique. Pourquoi, si c'est non réactif ou c'est réactif, qu'est-ce qu'il faut faire après, comment rester en bonne santé, comment éviter des infections ou encore où aller consulter. C'est la procédure à suivre. Donc, si vous avez perdu courage, s'il vous plaît, reprenez courage et revenez à la banque de sang. Et je vous assure que cette fois-ci, ça sera différent. L'auditeur qui est déjà reparti, Innocent, au téléphone, juste derrière lui, un autre qui se signale. Allô, bon matin. Allô, bonjour. Comment je vous appelle, monsieur? Georges-Henri, je vous appelle d'Aqua. Bienvenue, les médecins vous écoutent. Alors j'ai une préoccupation. Je voudrais savoir, étant donné que lorsque vous venez acheter des poches de sang à la cantine, on vous demande en plus des poches. Il y a des donneurs gratuits, tels que j'entends là tout à l'heure là. Mais comment ça se fait qu'on demande à nouveau de donner en plus de l'argent qu'on a donné d'autres poches de sang? J'aimerais bien savoir. Vous voulez savoir pourquoi est-ce qu'on donne gratuitement, mais au moment où on en a besoin, on doit payer. C'est ça, s'il faut résumer? Et non seulement on doit payer, des fois on vous demande des poches en plus. D'accord. Major répond très rapidement à cette... c'est vrai qu'on avait déjà répondu une fois à cette... Oui, on avait répondu à cette question. Mais c'est toujours bon de le redire parce que c'est important lorsque la communication, on est au même niveau. D'accord. Merci monsieur pour votre question. Les conditions pour avoir une poche de sang, c'est 2 donneurs et 21 500. Les 21 500, en fait, c'est ce que toute personne doit payer pour les analyses qui sont effectuées. Les 21 500, c'est pour le test de VIH, le test d'hépatite B, hépatite C, syphilis, groupage sanguin, le test de compatibilité. Et bien sûr, pour chaque poche de sang qui est sortie, quand nous faisons le test de compatibilité entre le donneur et le receveur, qui est le patient, nous refaisons encore un groupe sanguin pour se rassurer que nous n'avons pas fait d'erreur et que le groupe sanguin du patient et de la poche sont les mêmes. Et nous faisons aussi le test de compatibilité, ce qui revient, tout cela revient donc à 21 500. Maintenant, pourquoi est-ce que nous demandons les donneurs? Le sang
n'est pas fabriqué au laboratoire. Le sang vient des êtres humains. Et nous en demandons 2 parce que nous voulons augmenter la possibilité ou encore la probabilité d'avoir des poches sains que nous pouvons réserver et utiliser en cas d'urgence. À l'hôpital de la Quintinie, par exemple, quand quelqu'un vient en urgence, il est interné, on le sert généralement d'abord avant qu'il vienne remplacer le sang. Donc c'est ce sang que on garde à la banque qui permet en sorte que nous avons un stock régulier pour pouvoir en servir à toute la population. Et donc, par exemple, quand on demande 2 donneurs, comme j'ai dit, ça augmente la probabilité d'avoir des poches saines au frigo. Parmi les donneurs, nous pouvons avoir les 2 qui sont sains, nous pouvons avoir un qui est contaminé ou encore les 2 qui sont contaminés. Donc, c'est juste une façon pour nous d'augmenter les chances et la probabilité d'avoir du sang en stock. Merci. Voilà, et ça permet de comprendre pourquoi quand 1 ou 2 poches sont sorties, il faudrait pouvoir les remplacer au plus vite parce que quelqu'un d'autre pourrait en avoir besoin. Au téléphone, cet autre auditeur, on espère que l'auditeur a été satisfait de la réponse. Dans tous les cas, il peut revenir au cas où. Au téléphone, allô, bon matin. Allô, bonjour. Comment je vous appelle, monsieur? Je suis monsieur Thomas Rocher, j'appelle depuis Yaoundé. Où à Yaoundé, s'il vous plaît? Omnisport Yaoundé. Nous passons le bonjour à toutes les populations du côté de Omnisport. Merci d'être des nôtres. Alors, les médecins vous écoutent. Oui, juste pour savoir la différence qu'il y a entre les 3 hépatites et hépatite C. On vous a pas très bien suivi. La différence? Juste pour savoir la différence qu'il y a entre les 3 A, B et C. Et pourquoi l'hépatite C tue rapidement? D'accord. Docteur Talla. Merci pour votre question. En fait, il y a 5 types de virus, c'est A, B, C, D et E. La différence, en fait, très souvent, c'est d'abord la différence est d'abord dans le mode de transmission. Voilà. Les hépatites A et E se transmettent par voie orale, orofécale. A et E. Oui, A et E. Donc, c'est un peu comme les mêmes maladies que le choléra, la fièvre typhoïde. Donc, on peut le transmettre par la mauvaise hygiène ou bien par la mauvaise alimentation, des aliments contaminés. Pour les hépatites B, C, D, sont beaucoup plus liées aux produits sanguins, aux produits biologiques que sont le sperme, les sécrétions vaginales, le sang. Et donc, la contamination va se faire par voie sexuelle. On y ajouterait la sueur? On peut avoir, mais c'est très faible. Oui, d'accord. Très faible. Et donc, la contamination va se faire par voie sexuelle, par contact avec des objets souillés, par du sang, par exemple, ou bien lors de la transmission, lors de l'accouchement de la mère à l'enfant. Maintenant, la différence également, c'est également dans l'évolution. Les 5 virus peuvent être à l'origine d'une hépatite aiguë, mais seules l'hépatite B, C et D vont évoluer vers la chronicité en général. Donc, ce sont eux qui vont causer au long terme une cirrhose ou un cancer du foie. C'est un peu ça la différence dans ces virus-là. Maintenant, la différence également, c'est bien sûr dans le traitement, parce que le traitement de l'hépatite B n'est pas le même que celui de l'hépatite C. Et lorsqu'il y a l'hépatite delta associée avec l'hépatite B, le traitement également varie. Donc, c'est à ce niveau que se trouvent les différences. Et on va sortir de cet autre numéro, ce 104e numéro de La Quintinie avec vous, peut-être avec un dernier message. Major Bessem. Je remercie tous les auditeurs et j'espère que par cette communication, nous avons encouragé plusieurs et renseigné plusieurs et faire en sorte que nous aurons plus de donneurs bénévoles à l'hôpital La Quintinie. Docteur Germaine Talla, un dernier mot avant de nous dire au revoir. Bon, déjà, le dernier mot, c'est que donner des sang, c'est également participer à la lutte contre parce qu'il y a un dépistage qui est fait, donc nous encourageons toutes les personnes, les bonnes personnes volontaires à être donneurs et donc ils pourront se faire dépister et connaître leur statut. Et donc, pas seulement les donneurs de sang, toute la population, nous invitons la population à se faire dépister afin de se prendre à charge pour ceux qui sont infectés. Maintenant, pour ceux qui sont négatifs, il y a le vaccin de l'hépatite B qui existe et nous conseillons de bons comportements, un comportement sain pour éviter la transmission des hépatites.
Merci infiniment, Dr Talla. Merci, Major Bessem. Merci pour tous ces éléments qui permettent aux uns et aux autres d'être davantage édifiés, qu'il s'agisse du sujet des hépatites ou alors du don de sang. Cela est important pour les uns et les autres d'avoir appris tout ce que nous avons pu apprendre ce jour. D'ailleurs, la cantine avec vous, c'est toujours un moment d'en apprendre un peu plus sur un sujet, sur une thématique. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été des nôtres. Donnons-nous rendez-vous samedi prochain, si Dieu le veut, pour un autre moment d'échange avec votre institution hospitalière, l'hôpital La Cantini de Douala. Merci à Romain Delphin Imti qui assurait la partie technique. Agréable samedi à toutes et à tous. Les programmes sur Radio Balafon se poursuivent. Balafon FM. Il est 9h30. Orange Money ajoute des millions sur des millions. Plus des Smart TV géants, des voitures neuves de l'heure. Faites tes paiements au dièse 150 dièse ou sur MaxHit via QR code pour gagner. Orange Money. Salut, je suis Mr.